Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape pourquoi vous devez absolument vendre vos Ethereum si vous en avez. Alors en effet, récemment, vous avez pu le voir, un groupe nord-coréen que l'on appelle le Lazarus Group a réussi à voler 1,5 milliard d'Ethereum sur un exchange. L'exchange en l'occurrence est Bybit. C'est un échange en fait où les gens peuvent échanger des monnaies fiat contre des crypto-monnaies. Alors en effet, ça s'est passé sur l'Ethereum via les smart contracts que l'on peut faire avec la blockchain Ethereum. Et donc ça représente une faille énorme que ces hackers ont réussi à perpétrer. Voici la tête des 3 hackers qui ont réussi à perpétrer un des plus grands vols de l'histoire du 21e siècle en crypto-monnaie. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je suis ingénieur financier, actuellement consultant dans une multinationale, et sur cette chaîne, je discute du Bitcoin, d'expatriation et de liberté financière. Alors en effet, une question se pose, qui est la suivante. Est-ce que Ethereum est réellement sécurisé? Est-ce que vous devez détenir des Ethereum? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Alors, suite à ce hack qui a été perpétré par ce groupe nord-coréen, le fondateur de Ethereum, Vitalik, qui est un des détenteurs les plus importants de cette monnaie pseudo-décentralisée, je dis bien pseudo parce que comme on le verra, Ethereum n'est pas décentralisé, comme l'est le Bitcoin, parce que tout simplement, Vitalik, ici, dans ce cas-ci, a proposé de faire marche arrière sur les transactions qui ont été perpétrées par les hackers sur la blockchain Ethereum. Et donc on voit en fait ici l'influence des fondateurs et des personnes qui détiennent beaucoup d'Ethereum, qui ont en fait une influence très importante sur le protocole. Et donc là, il a proposé, en l'occurrence, de faire marche arrière, un rollback, et donc déliter, donc supprimer les transactions de ces hackers. Parce que, en fait, à mon avis, Vitalik a reçu des pressions, notamment du gouvernement américain et des gouvernements européens, parce que ça finance d'une certaine manière le terrorisme. Pourquoi je dis ça? Parce que le produit que Vitalik a créé, qui est la blockchain Ethereum, qu'il contrôle, a financé majoritairement, à la hauteur de 1,3 milliard ou 1,5 milliard, euh, un gouvernement terroriste qui va sûrement utiliser cet argent pour euh, potentiellement faire de la prolifération nucléaire. Et donc, ici, on en vient à se poser une question un peu plus fondamentale, qui est, est-ce que la blockchain Ethereum est décentralisée comme elle le prône? Et la question est non, elle n'est pas décentralisée. En effet, la blockchain Ethereum n'est pas décentralisée parce qu'il y a eu un pré-mining. Donc, un pré-mining, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tokens Ethereum ont été pré-minés avant le déploiement. Donc, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes privilégiées ont reçu des Ethereum à un coût nul qu'ils ont pu vendre par la suite aux autres investisseurs. Bien sûr, le Bitcoin n'a pas eu de pré-mining. On voit en fait qu'au niveau de la gouvernance aussi, il n'y a aucun chef et une communauté large au niveau du protocole de BTC. Donc on est vraiment sur une monnaie qui est vraiment très décentralisée, sur le spectre de décentralisation. Et en comparant avec l'Ethereum, on voit que le Vitalik a un poids très important dans les décisions du protocole, notamment toutes les hard forks qui se sont passées durant les quelques dernières années. Et on voit qu'au niveau des nœuds, il y a plus de 10 000 nœuds en Bitcoin et ça va faire qu'augmenter avec l'adoption générale. Alors qu'en Ethereum, il y a beaucoup moins de nœuds et ils dépendent en fait des validateurs Proof of Stake, donc comparé au Proof of Work dans le Bitcoin. Ensuite, comme on peut voir sur le graphique ici, cette monnaie est en train de perdre en termes de valeur. On voit que les gens commencent à comprendre que c'est une monnaie qui est centralisée, notamment par Vitalik. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, depuis quelques heures, depuis que le hack s'est fait, le prix du Ethereum en termes d'euros a augmenté. Donc en fait, l'information n'a pas encore été, n'est pas encore arrivée jusqu'aux investisseurs retail. Et c'est assez étonnant parce que, selon moi, l'Ethereum touchera des niveaux au plus bas, va tendre vers zéro dans les années à venir, parce que c'est tout simplement une monnaie centralisée comme les euros, les dollars, qui peuvent être imprimés, où les transactions peuvent être changées.
notamment aux gens qui contrôlent en fait cette blockchain. Alors, en prenant en compte les grosses failles d'Ethereum, il est important de se poser des questions sur quel type de monnaie est vraiment centralisée. Alors, on voit que depuis quelques mois, le cours du Bitcoin est vraiment en train de rester en dessous des 100K symboliques. Alors, selon moi, c'est très important de bien comprendre ce qu'il se passe derrière ça. Alors, en effet, ça fait quelques mois que les institutionnels BlackRock, qui a qualifié en fait le Bitcoin d'un risk-free asset, donc ce qui veut dire que c'est un actif sans risque. C'est BlackRock qui a qualifié le Bitcoin de ça, donc c'est majeur encore une fois. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une certaine manipulation de marché, notamment via des options que l'on peut mettre sur l'actif sous-jacent que l'on appelle le Bitcoin ici, en l'occurrence, pour manipuler le prix du Bitcoin en dessous de 100K, pour que en fait, les investisseurs retail qui ont en fait une fenêtre d'investissement moins élevée vont vendre en fait parce qu'ils trouvent le prix du Bitcoin entre guillemets ennuyant. On utilise souvent le mot boring en anglais. Donc en fait, il faut savoir que quand le prix reste le même pendant plusieurs mois, les gens ont tendance à vendre parce que ils ont une fenêtre d'investissement qui est plus courte que les grands institutionnels qui peuvent garder des actifs pendant des dizaines d'années. Et donc c'est ce qui est vraiment en train de se passer. On le voit ici que le Bitcoin est en train de changer de main. On voit qu'ici les retail investors, les individus retail en fait ont perdu 500K Bitcoin au profit en fait des ETF, des business, et les gouvernements vont rentrer très vite dans l'équation. Donc selon moi, il faut bien comprendre ce qui se passe dans l'arrière du décor. Les gouvernements vont rentrer dans l'équation très prochainement selon moi. Donc il faut surtout résister à la tentation de tout simplement vendre et de prendre vos profits à l'heure d'aujourd'hui. Vient aussi une question de comment garder ces bitcoins. Bien sûr, toujours garder ces bitcoins dans un hardware wallet qui est 100% open source. On l'a vu ici avec le hack qui s'est fait sur un échange. Bien sûr, Ethereum a une surface d'attaque bien plus élevée que le Bitcoin, notamment liée à ses smart contracts. Donc bien sûr, les hardware wallets, il faut privilégier des Bitcoin only, donc seulement des hardware wallets qui proposent l'accès au protocole Bitcoin et non à toutes les autres crypto-monnaies qui sont en fait d'une certaine manière des shitcoins, donc des monnaies qui sont centralisées, par exemple l'Ethereum, le Solana, etc., qui ont subi des pre-mining. Donc je vous conseille réellement le Blockstream Jade et le Cold Card Q, donc qui permet en fait de scanner des QR codes, ce qui est très 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 intéressant pour que vos clés privées ne touchent jamais Internet. Attention, très important. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mais avant, n'oubliez surtout pas de bien lire le disclaimer de cette vidéo et de cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.